Alors, Pierre Devalet, qui est un sinistré de la SNCF, bon, enfin, c'est pas Alep non plus, hein, le sinistré de la SNCF, mais il devait venir en présentiel. Il va faire sa communication en visio. Est-ce que tu nous entends, Pierre? Alors, il suppose que nous sommes tous intelligents, hein. L'intelligence des chirurgiens, des outils et des hommes. Magnifique. Beau projet. Est-ce que nous avons Pierre Devalet en ligne? Oui, oui. Vous m'entendez? On ne peut pas parler d'intelligence artificielle. On t'entend, on ne te voit pas pour l'instant. Moi, je me vois, donc je suis sur les images. Par contre, je vais partager l'écran, si vous voulez. C'est ça. D'accord. Tu interviens sur l'intelligence des chirurgiens, des outils et des hommes, et tu as 15 minutes. Ah, je croyais avoir 20 minutes, excusez-moi. Non, c'est 15 plus un temps de parole de discussion. Voilà. Bon. Je vais faire ce que je peux. Merci à tout le monde et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui n'est absolument pas technique, bien sûr, en essayant donc de raccourcir au maximum. Le développement des applications de la technologie numérique dans l'activité chirurgicale est exponentiel. Qualifier cette technologie d'intelligence artificielle brouille les repères de discrimination entre sa nature d'outil et un concept fantasmé de créature fabriquée initialement, mais devenue autonome dans ses décisions, capable à terme de pallier les insuffisances de moyens et de résultats dus aux limites physiologiques des chirurgiens humains. Un chirurgien doit être intelligent. Vous connaissez l'histoire classique dans le milieu carabin. Un père avait 3 fils dont il voulait assurer l'avenir. Il décida que le plus intelligent serait médecin, le plus habile de ses mains, chirurgien. Chacun de vous sait ce qu'il prévoyait pour le 3e, un peu limité. Cette histoire se veut cependant symptomatique de la césure mentale qui a entraîné le culte de la raison au siècle des Lumières entre les savants, les médecins qui professaient et connaissaient la théorie, mais ne savaient pas faire, traiter, guérir, soulager, et les acteurs, les chirurgiens qui, forts d'une expérience pratique et accumulée par la transmission du compagnonnage, savaient, comme l'a écrit Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, parfois guérir, soulager souvent, consoler toujours. La main est à l'origine de l'intelligence humaine. Chronologiquement, c'est l'intelligence pratique du savoir-faire qui a précédé et permis l'acquisition de la faculté d'abstraction, la capacité de représentation virtuelle que se fait l'homme de son environnement, de formation de concepts, qui est la base de la pensée théorique et de la conscience de soi, permettant à l'homme d'exister, d'être au monde et à partir de là, de s'adapter en permanence à son environnement au gré de ses changements permanents. Lors de l'évolution humaine, l'accès à la bipédie a été un stade capital. Pour Boris Cyrulnik, l'homme a profité de la vacance naturelle que lui offre la bipédie pour battre l'air. Et cette liberté inattendue lui a permis d'utiliser ses mains pour en faire des outils et des signes linguistiques. La main, le plus humain des outils dans sa double spécificité d'organe sensible, d'information, d'effecteur mobile de l'action-décision, une fois libéré de la locomotion, a pu pleinement s'employer à l'appréhension du monde par le sens du toucher. Buffon, le grand naturaliste du XVIIIe siècle, promoteur dans l'esprit de la philosophie des Lumières de l'amour de la raison et de l'expérience contre le dogmatisme religieux, affirmait déjà « C'est par le toucher seul que nous pouvons acquérir des connaissances complètes et réelles. C'est ce sens qui rectifie tous les autres, dont les effets ne seraient que des illusions et ne produiraient que des erreurs dans notre esprit, si le toucher ne nous apprenait à en juger. » Mais la main n'est pas seulement réceptrice d'informations, elle est aussi l'organe effecteur de la préhension, l'action-décision de l'homme sur son environnement. Il y a 500 millions d'années, la main était palette, il y a 50 millions d'années, elle était saisie, et il y a 3 millions d'années, comme dit Yves Coppens, la main était discernement pour créer ce prolongement du corps que l'on appelle outil. Et ce savoir-faire évolutif, basé sur un retour d'expérience permanent, est toujours passé par le truchement des mains. Outil organique intégré, à la fois moyen de recueil d'informations capitales en 3 dimensions, mais aussi moyen effecteur d'actions polyvalentes d'une complexité et d'une précision mécanique encore jamais égalée par une quelconque machine. Comme le dit toujours Boris Cyrulnik, devenu signe-outil, la main allait initier toute l'aventure culturelle de l'homme. La main, outil essentiel du langage du corps, a joué un rôle majeur dans l'émergence de la conscience humaine. On sait combien dans l'homunculus fonctionnel, cérébral, la main
occupe une place majeure, équivalente au langage. Aristote énonçait déjà que l'âme était analogue à la main. De même, en fait que la main est un instrument d'instruments, ainsi l'intellect est la forme des formes et le sens, forme des sensibles. Et Paul Valéry, dans son discours aux chirurgiens du 17 octobre 1938, rappelait « Il n'est peut-être pas, dans toute la série animale, un seul être autre que l'homme qui soit mécaniquement capable de faire un nœud de fil. » Et observez d'autre part que cet acte banal, tout banal et facile qu'il est, offre de telles difficultés à l'analyse intellectuelle que les ressources de la géométrie la plus raffinée doivent s'employer pour ne résoudre que très imparfaitement les problèmes qu'il peut suggérer. Chez le chirurgien comme chez l'artisan, esprit et main ne font qu'un. Le chirurgien, dans son paradigme millénaire spécifique, est un artisan intégré, complet, autonome, indépendant, tant dans la conception que dans la réalisation d'une œuvre, qu'il contrôle de bout en bout, servi dans l'action par des outils qui ne sont que des amplificateurs de sa puissance mécanique. Cette intelligence est intuitu personné, découlant d'une expérience et d'un apprentissage personnel qui demande du temps et de la répétition des gestes pour que les processus acquis, souvent difficilement, s'impriment durablement dans la mémoire du sujet effecteur. Richard Sennett, sociologue américain contemporain, a abordé la question à propos de la formation par des techniques numériques d'autres professions traditionnellement empreintes de culture artisanale, comme les architectes ou les musiciens. Il plaide pour le maintien d'un apprentissage par la répétition par l'homme lui-même et non par la machine qui prendrait à son compte l'effort que demande cette répétition, source de lassitude, de découragement et demandant du temps, beaucoup de temps avant d'accéder à la compétence. Et Sennett insiste sur l'importance pour l'humain artisan du processus de prise, essentiel à toutes les compétences, la conversion des informations et des pratiques en savoir tacite. Dans ce même ordre d'idées, mais sur un autre plan philosophique, Hannah Arendt distingue dans son étude de la condition de l'homme moderne l'homo laborans, le tâcheron, celui pour qui le travail est une fin en soi et pour qui l'essentiel c'est que ça marche. Et l'homo faber, en latin celui qui fait, celui qui réalise, imagine et construit une œuvre en commun avec d'autres hommes. Alors que l'homo laborans se poserait surtout la question du comment faire, c'est-à-dire d'accomplir au mieux la tâche précise qui lui a été confiée par d'autres, l'homo faber chercherait un sens à son travail et ferait beaucoup plus appel aux concepts abstraits de son cerveau pour se donner une mission. Et dans la tradition chirurgicale ancestrale, nul doute que toute la formation, toute la vie d'un chirurgien était celle d'un medicus faber et non celle d'un exécutant laborieux asservi. La particularité de l'artisan chirurgien est que chacune de ses œuvres concerne non un objet inanimé, mais un autre humain, dont la vie relève du sacré universel depuis l'avènement de la conscience humaine. Ainsi, la relation de soins entre un chirurgien et un patient a-t-elle toujours été celle de la rencontre directe, physique, sans médiation, de deux personnes humaines, dotées de la même dignité, mais aussi capables d'émotions non rationnelles, à l'origine d'un lien de confiance responsable. Et même si l'évolution de la technologie des outils a quelque peu déporté le contact direct entre la main du chirurgien et le corps du patient, encore à notre époque, derrière chaque instrument chirurgical, derrière chaque machine, aussi sophistiquée soit-elle, il y a toujours un humain aux manettes, un humain responsable du choix des techniques et des outils qu'il emploie. Comment s'inscrit l'IA, l'intelligence artificielle, au sens générique du terme, dans l'histoire des rapports entre l'homme et la machine? À en croire les nombreuses publications à propos des robots et autres machines numériques employées en chirurgie, on serait parfois amené à penser que le facteur humain, le chirurgien humain, doté de ces outils intégrés, est déjà rangé au rayon des maillons faibles de la pratique chirurgicale, à éliminer d'urgence pour une meilleure efficience des soins chirurgicaux. Comme l'a écrit avec pertinence un chroniqueur du Monde en 2020, l'intelligence artificielle est un terme tellement sexy qu'il finit par faire prendre des calculs pour de l'intelligence. Les chirurgiens doivent-ils appréhender l'intelligence artificielle comme une innovation technologique qui, tout en décuplant leurs capacités, restera à leur service, ou un nouveau membre d'une équipe hybride dotée d'une certaine conscience, ou comme une menace potentielle de remplacement au nom de l'efficience par des machines du corps débarrassées de toute autre contingence que l'efficacité technique dans la réparation du corps. À noter d'ailleurs que l'expression française intelligence artificielle est une traduction fausse d'Artificial Intelligence créée par l'américain McCarthy, car en anglais, intelligence signifie recueil de renseignements et le Secret Intelligence Service, également connu depuis James Bond surtout
sous la dénomination de MI6, est le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni et n'a rien de particulièrement intelligent. Mais de quoi parle-t-on en matière d'intelligence artificielle? Les spécialistes du monde numérique savent bien que sous l'appellation d'intelligence artificielle se dissimulent plusieurs concepts très différents. L'IA faible, qui n'est en fait que le développement de supercalculateurs, ces machines restent dans le domaine des outils au service de l'homme, mais en décuplent les possibilités d'analyse et d'élaboration de corrélations statistiques supposées cohérentes. Elles se présentent comme une aide, un outil ancillaire complètement asservi au contrôle de l'humain. Et l'IA forte, qui elle, se veut, dans l'esprit de ses concepteurs, une véritable rupture ontologique avec l'intelligence humaine. Ce sont les futurs robots à l'autonomie supposée, à l'aspect plus ou moins anthropomorphique, et qui sont destinés à suppléer les faiblesses de l'espèce humaine, avec un objectif présenté comme bienveillant pour les intérêts du pauvre être humain incapable de la même efficacité. Mais ces machines, qu'elles soient robots, c'est-à-dire autonomes et parfois polyvalentes, ou ces réplicants, imitant simplement une fonction humaine, peuvent être considérés comme des outils spéculaires, c'est-à-dire nous amenant à réfléchir sur nous-mêmes. C'est bien ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Quels sont les usages de l'intelligence artificielle en chirurgie? D'abord et avant tout dans la formation. Les sites et banques de données informatives sur Internet, les techniques opératoires enregistrées en vidéo 3D ou des systèmes interactifs sur simulateur ne manquent pas d'intérêt, surtout dans leur rôle de mémoire et de bibliothèque scientifique permettant de partager un savoir universel, mais aussi d'approcher la réalité du corps pathologique sans, par nécessité, objectiver les patients pour en faire des objets d'entraînement. Cependant, ces techniques ont des revers de médaille car elles peuvent prêter à confusion entre information et apprentissage, information et transfert de mémoire, mémoire et capacité de synthèse. Et toujours sous la plume de Sennett, on peut lire que la machine intelligente peut séparer la compréhension par l'esprit humain de l'apprentissage répétitif, instructif et interactif. Quand cela se produit, les pouvoirs conceptuels empâtissent et le cerveau du chirurgien en particulier. Effectivement, devant une situation inattendue, le chirurgien ne peut pas, en cours d'intervention, ou très difficilement, aller chercher des informations sur un support externe, informations que ses anciens seniors avaient intégrées dans une mémoire d'expérience toujours disponible. Ce que Sennett constate dans les formations qui cherchent la performance des pratiques par souci de rentabilité immédiate. Quand la pratique est organisée comme un moyen en vue d'une fin fixée, les problèmes du système clos ressurgissent. La personne en formation atteindra l'objectif fixé, mais ne progressera pas plus loin. D'autres sources font le même constat en architecture ou en sciences physiques, quand un étudiant utilise un ordinateur pour une conception de projet. Quand vous me soumettez le résultat, l'ordinateur comprend la réponse, mais vous, je ne crois pas que vous la compreniez. Le risque majeur est en fait une déstructuration mentale du chirurgien. Il est déjà perceptible que l'introduction des techniques numériques dans ces pratiques remet en cause le concept holistique du chirurgien pour en faire un artisan troublé, éclaté, dont la mémoire ne serait plus intégrée, mais externalisée, ces pratiques intégrées divisées en de multiples fonctions assimilées à des processus de production d'une tâche de plus en plus simplifiée, répondant à la mise en œuvre d'algorithmes, y compris pour les rapports au sein d'une équipe au sein de laquelle le chirurgien ne serait qu'un des éléments. Cette perte de sens progressive, mais prévisible du fait du formatage initial, ne peut mener qu'au burn-out, qui est loin d'être lié à des problèmes de management, comme on ne cesse de nous l'asséner par une communication injonctive. Quelle est la place pour une IA forte en chirurgie? Il ne s'agit plus là d'un outil sophistiqué au service des opérateurs, mais d'une modification profonde de la structure même des relations entre membres de l'espèce humaine, pouvant aller même jusqu'à une programmation du remplacement de l'homme biologique fragile par une espèce hybride d'abord augmentée, transhumaine, voire à terme post-humaine, qui deviendra inéluctablement anti-humaine. Dans les sociétés humaines, le pouvoir de protection des intérêts vitaux ne se partage pas, il ne peut être qu'éventuellement équilibré par un contre-pouvoir. Pourquoi des machines conçues pour servir, à partir de calculs logiques et dénuées de toute subjectivité, deviendraient-elles, en accédant à l'autonomie, comme par magie numérique, des créatures sages, débarrassées des seules émotions et passions humaines génératrices de souffrance, alors qu'elles ont été conçues par des humains universellement avides de pouvoir et de pérennisation de leurs désirs jamais assouvis. Le changement structurel de civilisation a été introduit par des nouvelles biotechnologies. Au XXe siècle, Hans Jonas, philosophe des sciences, disparu en 1993, s'est largement penché sur l'influence des nouvelles technologies sur la société humaine. Dans ses essais philosophiques, il écrit, à propos des biotechnologies, « Jusqu'à aujourd'hui, la division était claire. L'homme était le sujet et la nature l'objet de la maîtrise technique.
ce qui n'a pas empêché que l'homme devint de façon médiate l'objet de son application. L'apparition des biotechnologies signale une déviation de cette division claire, une rupture à proprement parler d'une importance métaphysique. L'homme devient l'objet direct, aussi bien que le sujet de l'art technologique. On peut rajouter que l'humain vivant devient un objet cible pour le développement, comme le dit l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, dans une vision très utilitaire de l'humain, d'application de la science et de la technologie à des fins de production de connaissances, biens ou de services. Nous assistons donc à une progression rapide du renversement du rapport hiérarchique humain-machine. Et on peut clairement se demander quel moment de l'évolution du vivant verra le passage du décideur Homo medicus sapiens à l'outil de production Homo medicus servilis au service de l'IA Deus. Demain, l'humain ou le post-humain? On peut légitimement se demander si nous n'assistons pas sous les coups de boutoir des tenants du transhumanisme à une disparition progressive du phénomène humain. Le transhumanisme ou même le post-humanisme, sa version soft, prédisent en effet le développement, grâce à ces technologies, d'un stade avancé de l'espèce humaine, débarrassée enfin de ses faiblesses, de ses souffrances, de ses émotions, voire de ses passions destructrices, et pourquoi pas de sa destinée mortelle. Un vrai paradis sans transcendance. Ces projets qui ne sont pas que de la science-fiction déjantée, rejoignent en fait une revendication insistante depuis un siècle, celle d'une autonomie complète de la personne, prétendument responsable. En conséquence, le citoyen responsable revendique une liberté totale d'utilisation des outils du corps pour changer la nature de son corps humain. Peu à peu donc, cette personne dotée de droits, soi-disant éclairée, mais plutôt bien formatée, est en train de se convaincre non seulement qu'il peut disposer de son corps comme il l'entend, mais aussi qu'il peut instrumentaliser les humains professionnels du soin, d'ailleurs de plus en plus désignés sous le vocable très significatif de moyens humains, parallèlement aux moyens techniques. Et quel meilleur outil de modification du corps que le transchirurgien, dont l'éthique de soins individuels et les clauses de conscience commencent déjà à être contestées pour se voir substituées par une morale collective au service de l'idéologie sociale du moment, dont le projet de vie professionnelle ne sera plus de soigner un corps souffrant destiné à disparaître, mais de répondre à une volonté démiurgique conduisant à nier l'humanité de l'homme, à le chosifier, abandonnant le paradigme éthique d'une conscience spécifique à l'espèce humaine, respect sacralisé de la dignité de l'autre. En conclusion, cher ami, nous arrivons. J'y arrive. En conclusion, qui demain de la machine ou de l'humain sera l'outil asservi de l'autre? L'engouement actuel pour ces technologies numériques, malgré certaines réactions de méfiance, voire d'opposition, et les nombreux articles qui en traitent, témoignent surtout de la conception même de la chirurgie par ces nouveaux acteurs dans une évolution très rapide vers une fonctionnalité efficace dictée par un Deus ex machina protecteur et directif. Cette rupture conceptuelle, qui est aussi générationnelle, traduit une tendance progressive depuis plusieurs décennies à refuser d'être confronté à deux aspects essentiels et historiques de l'activité chirurgicale, mais plus globalement médicale, la décision responsable et la résolution de dilemmes moraux inhérents à certaines actions humaines. Et je terminerai donc sur la conclusion donnée par le concepteur même de la cybernétique. Si nous sommes assez stupides pour abdiquer en tant qu'être humain et refuser le respect à nos congénères au nom de considérations douteuses sur l'efficacité et l'intelligence des machines, alors en effet, l'humanité quittera la scène et le mérite bien. Et après vous avoir remercié, je voudrais simplement faire un clin d'œil parce que j'ai interrogé l'intelligence artificielle sur le fait de savoir qu'est-ce qu'elle pensait elle-même de son rôle à venir en chirurgie. Vous savez que le chat GPT est en pleine évolution, est en pleine croissance et c'est la mode. Donc je l'ai interrogé. Alors qu'est-ce que tu dirais si tu voulais convaincre un chirurgien que tu opères beaucoup mieux que lui? Cher chirurgien, permettez-moi, etc. Je vous laisse rapidement lire ça. On pourra le laisser afficher. Mais je suis allé un petit peu plus loin. Et je lui ai dit, peux-tu écrire un poème qui tourne en ridicule la prétention d'une machine à égaler l'homme? Et il m'a fait un très joli poème. Voilà, et alors, tous ces calculs, tous ces raisonnements ne valent pas la chaleur d'un regard, la douceur d'un sourire. Bref. Cet exercice, Pierre. Merci oui, à toi. Mais peut-être pas à ce propos. Peut-être pas à ce propos. Il est interdit à Sciences Po.